On n'imagine pas tout ce que les hackers voient passer au quotidien sur le dark web. Alors on en a un aperçu dans Smart Tech régulièrement avec Damien Bancal, mais on va aller creuser davantage encore le sujet avec Fanny Forgeot, directrice générale de Yogosha, une entreprise française de cybersécurité collaborative, et donc qui développe et vend une plateforme s'appuyant sur une communauté de hackers éthiques, qu'on peut aussi appeler les white hats. Avec moi également en plateau Clément Domingo, alias Sax, consultant en cybersécurité, hacker éthique, et on peut aussi dire hunter de bug bounty, c'est-à-dire un chasseur de primes en fait qui va traquer les bugs et les failles de sécurité, et vous faites partie de la team Hacking Expresso. Également avec nous en visio, Guillaume Vassaux-Houlière. Il est cofondateur et PDG de YesWeHack, qui est une autre plateforme de bug bounty, une autre plateforme aussi de cybersécurité collaborative. Mais c'était la première, je crois, apparue en Europe en 2013, voilà, et qui travaille aussi sur des programmes de divulgation de vulnérabilité. On en parlera tout à l'heure ensemble. On va commencer avec Fanny Forgeot, peut-être sur... donc, si vous êtes invité aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une énorme fuite de données qui a été révélée le 12 février par Damien Bancal, relayée par le journal de Libération. On en a parlé plusieurs fois ici dans Smart Tech. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'origine de ces fuites de données, qu'on comprenne bien dans quel cadre ça arrive. Pourquoi, à un moment, une entreprise retrouve ces données sur le dark web? Un système informatique, c'est une somme de complexité. On imagine dans un établissement hospitalier l'amoncellement de couches de code qui a été ajouté les unes sur les autres avec les années. Donc forcément, il y a des faiblesses dans ce code. Forcément, il y a des faiblesses dans les systèmes également. Donc pas seulement dans le code informatique, mais aussi dans les appareils, dans les machines. Donc il y a toujours des failles. Il y a toujours soit des bugs, soit des vulnérabilités. Et c'est de là que peut partir une fuite de données. Et notre rôle à tous les trois, c'est de les identifier précisément avant que des criminels les identifient eux-mêmes. Donc ça veut dire et les exploitent. C'est parfois une intrusion, un vol dans la machine, on va dire, et parfois ça peut être une perte de données aussi. Alors effectivement, la fuite de données, il y a trois aspects. Ça commence par un incident, c'est-à-dire effectivement une faiblesse, donc soit la perte de données, donc ça peut être le fait d'oublier son téléphone dans le train, par exemple, dedans il y a des données, on les perd. Donc c'est l'incident. Ensuite, il y a l'exploitation. Et c'est là que le crime arrive, c'est quand on va soit les voler, soit bloquer un système chiffré des données pour que un établissement ou une entreprise ne puisse pas les utiliser et donc soit handicapé dans son activité. Et puis ensuite en divulguer parcelles. Ou bien demander une rançon en échange d'un certain nombre de menaces. Bon, voilà pour le top départ. Clément Domingo, on vous a présenté comme un hacker éthique. On peut peut-être déjà commencer par expliquer ce que c'est un hacker éthique et pourquoi vous avez choisi de vous engager dans cette voie. Hacker éthique, simplement pour dire que ça va être une personne qui va être passionnée, qui va aimer bidouiller, qui va aimer surtout comprendre les choses, prendre en fait totalement un objet, peut-être un peu le détourner de sa fonction première, puis essayer du coup de comprendre vraiment ce qui se passe. Et maintenant, si on vient un peu le transposer dans le domaine de la cybersécurité, de l'informatique de manière générale, c'est de comprendre encore plus comment sont construits ces systèmes-là, comment en fait les personnes qui vont les mettre en place, et surtout, vu qu'on est tous des êtres humains et donc faillibles par définition, donc il y a forcément aussi un peu ce qu'on appelle donc des failles humaines qui vont se transposer dans le code, et c'est comme ça qu'on va commencer à trouver des failles, des vulnérabilités qui vont à minima, et puis surtout en fait à terme amener entre autres à ces fuites de données, en tout cas à tous ces faits d'armes qu'on entend un peu dans les médias, telle ou telle entreprise actuellement s'est fait pirater, ou en tout cas actuellement cette énorme vague de cyberattaques qui sévit en fait un peu partout dans le monde. Et donc éthique, c'est-à-dire ça décide un peu de ce que vous en faites de ces recherches dans les codes. Éthique, je dirais que c'est même un pléonasme du coup de venir accoler le mot éthique à un hacker, parce qu'un hacker à la base c'est quelqu'un qui est du bon côté de la force, mais on est un peu obligé de rajouter éthique pour ne pas rebuter peut-être Madame Michu, sinon, et faire comprendre... ou Monsieur Michu s'il vous plaît. Ouais, ou parce que sinon il faut appeler ça un pirate en fait, c'est ça. Ouais, un cybercriminel. C'est exactement ça. Ouais. Alors on va donner la parole à Guillaume Vassaux-Houlière de YesWeHack. Bonjour Guillaume. Bonjour. Donc vous, votre spécialité, c'est cette sécurité crowdsourcée. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les principes du bug bounty ?
Alors, les grands principes, c'est qu'on va s'adosser à une communauté. Aujourd'hui, par exemple, chez YesWeHack, c'est 22 000 personnes dans 160 pays. Et cette communauté va chercher des failles dans les systèmes d'exploitation de nos clients. Donc, on est mandaté par nos clients, on accompagne nos clients dans cette démarche. Et du coup, aujourd'hui, on transpose ce modèle dans à peu près une trentaine de pays. Donc, ce qui est important, c'est que tous ensemble, on est plus fort. Et c'est un petit peu ce modèle qui est qu'on va s'adosser à des gens comme Clément, comme Sax, à travers le monde pour pouvoir exploiter les vulnérabilités grâce à leurs compétences, leur passion et de façon, on va entre guillemets, de façon citoyenne, du bon côté de la force et d'aider globalement le bien commun pour les gens qui puissent se sécuriser. Et tout ça Et dans un cadre quand même assez formalisé, parce que la législation européenne ne laisse pas tout faire, hein. exactement. Donc le principe, c'est que on va définir des primes, hein, c'est le but du bug bounty. Et en fonction de la criticité avec le client, on va définir des primes qui oscillent entre 50 et 15 000 euros en fonction de la criticité. Donc on est vraiment mandaté, c'est coordonné par des plateformes de bug bounty, mandaté par un client avec une traçabilité de l'argent, etc., avec des systèmes de confiance, hein, puisqu'on est sur un domaine quand même qui demande beaucoup de confiance. Et ça, on a réussi justement à transposer ces valeurs européennes et françaises à travers le monde. Donc ça, c'est important, c'est quelque chose qui nous tient à cœur tous les jours. Clément, vous allez régulièrement sur ce qu'on appelle le dark web. En fait, c'est là où peu de gens surfent aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voyez passer? Qu'est-ce qui vous fait bondir? Moi, ce qui va m'intéresser sur le dark web, et je pense d'ailleurs, comme beaucoup d'autres personnes qui vont travailler dans la cybersécurité, c'est de voir, entre autres, passer des fuites de données, vraiment, en fait, des données qui sont passées, du coup, qui ont été exfiltrées depuis l'Internet normal, soit depuis, pour des sociétés, pour des applications, et qui vont après vraiment aller se revendre, ou en tout cas s'échanger à prix d'or. Et c'est là où, en fait, on va commencer un peu Et ça, c'est quoi? C'est tous les jours? Vous envoyez tous les jours? J'en vois passer beaucoup, et d'ailleurs, le très bon, on va dire, pendant le très bon pont entre le dark web et l'internet normal, c'est aujourd'hui de plus en plus ce qu'on appelle les canaux Telegram. Donc il y en a, il y en a quelques-uns. C'est messagerie chiffrée. C'est ça, messagerie assez nouvelle, chiffrée, on va dire, qui ont eu énormément le vent en poupe depuis que Facebook a fait son annonce avec WhatsApp. Donc vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont migré soit sur Signal, soit sur Telegram. Et entre autres, sur Telegram, il y a quelques groupes comme ça qui font vraiment bien on va dire ce pont-là entre le dark web et les données qu'on peut. C'est-à-dire, alors trouver. pour bien comprendre, en fait, on utilise une messagerie pour prévenir une communauté de pirates qu'on a quelques données à échanger. C'est exactement ça. Et, En fait, et en revanche, le troc, lui, se fait sur le dark web. et pas forcément, le track aussi peut se faire sur ces messageries, mais en tout cas, il faut vraiment bien prendre, en tout cas, bien faire attention à prendre aussi quelques précautions, voilà, pour ne pas non plus totalement s'exposer, mais la plupart du temps, soit directement sur le dark web, ou soit sur ces forums un tout petit peu privés, où il faut un peu montrer patte blanche pour entrer à l'intérieur. Qu'est-ce que vous voyez passer, vous, au quotidien, sur ce dark web ou ces messageries que vous observez pour trouver des failles de sécurité qui traînent, des failles zero day peut-être qui sont Nous, très dommageables pour les côté entreprises? client, côté entreprise, on voit passer beaucoup de détresse. Alors beaucoup de détresse entre guillemets, hein, on n'a pas des gens qui pleurent, mais des gens qui sont extrêmement préoccupés. De plus en plus, le nombre d'attaques a été multiplié par 2 là, sur ces 12 derniers mois. Donc voilà, on sent que la préoccupation est en train de monter. On voit des gens qui ont besoin de pédagogie aussi, qui ont besoin d'être accompagnés. Clément disait à l'instant, un hacker éthique, c'est redondant parce que les hackers, précisément, au départ, sont des gens qui sont là pour sécuriser. Donc, il faut faire un grand travail. Vous avez mentionné auprès de Guillaume l'aspect juridique aussi, le cadre. Il y a un cadre à inventer. Cette activité est complètement nouvelle. Donc, voilà, beaucoup de travail de pédagogie, beaucoup de travail de réassurance et puis un accompagnement parce qu'une fois qu'on a identifié les failles de sécurité, on doit accompagner aussi les institutions et c'est ce qui... Mais vous faites une veille sur le dark web, vous y allez régulièrement pour voir ce qui se passe? Bien sûr, alors c'est le boulot de la communauté aussi, c'est le boulot de tous ces individus comme Clément qui travaillent avec nous et pour les entreprises, effectivement, de faire de la veille et d'alerter quand certains types d'attaques émergent.
pour mettre en place la créativité en face qui va être nécessaire pour contrer la créativité des cybercriminels. Alors ce qui est chouette, c'est que pendant que vous parlez, on voit des images et ce ne sont pas des méchants pirates à capuche photographiés de dos. Ça, c'est la réalité. Guillaume Vassaux-Houlière, moi je me posais cette question, on parle donc des limites qui sont imposées par la législation européenne, fort bien, mais est-ce que, à votre sens, les hackers sont suffisamment protégés dans leur travail ? Alors, c'est une bonne question. Aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir l'article 47 qui protège un petit peu les lanceurs d'alerte en cybersécurité grâce à l'Agence nationale de la cybersécurité, de la sécurité des systèmes d'information. Si on transpose ça au niveau européen, il y a des discussions en cours. On a notamment travaillé pendant 2 ans avec l'OCDE pour protéger ces lanceurs d'alerte. Et parce qu'aujourd'hui, la loi, par définition, c'est un petit peu binaire. Hein. Vous n'avez pas le droit de vous introduire dans un système d'information. Vous êtes hors la loi, mais à côté de ça, on utilise tous des actifs numériques. On a potentiellement trouvé des failles. Et donc, du coup, on doit protéger ces citoyens qui veulent alerter ces entreprises, qui veulent alerter ces gouvernements. Et on l'a vu que l'administration, notamment américaine, a transposé des lois pour les protéger. Un petit peu, si on prend en France, on a la loi Sapin 2 qui protège les lanceurs d'alerte dans la finance et qui est une obligation entre guillemets légale pour certaines entreprises. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les institutions européennes. Ça va arriver très prochainement de toute façon, puisque c'est une gestion du risque dans sa globalité, en se disant on a une communauté, il faut leur donner des canaux de confiance, il faut les protéger parce que eux veulent aider l'écosystème, veulent aider en fait les citoyens à mieux sécuriser leurs données, les éditeurs, etc. Donc protégeons ces acteurs, protégeons ces passionnés et la communauté. Ensemble, on est plus fort. Donc partant de là, il faut transposer des lois qui soient adaptées à ce monde d'aujourd'hui qui bouge très vite. Sax, vous vous sentez comme un lanceur d'alerte ? C'est comme ça que vous vivez ? Non, pas du tout. Je pense que ce serait quand même un tout petit peu abusé de dire que je suis un lanceur d'alerte. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, ce que disait Guillaume est assez intéressant parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie de bien faire. Et parfois, il n'y a pas tous les outils et peut-être aussi un peu une méconnaissance de tous les dispositifs qui peuvent exister pour typiquement en fait, protéger une personne qui va... Qu'est-ce qui existe alors aujourd'hui comme outil et dispositif ? Il existe déjà en fait tout ce qu'on va appeler un tout petit peu du coup les plateformes qui vont aider à ce qu'on appelle un peu le CVD pour un peu on va dire. C'est quoi ça le CVD ? Guillaume pourra en parler. Coordinated Vulnerability Disclosure, c'est une mécanique qui permet de canaliser les remontées sauvages des hackers, donc qui ne sont pas dans les communautés, celles de Yogosha, celles de Yes We Hack, et qui vont identifier des failles, les aider. Mais surtout en plus de pouvoir les remonter entre autres ici en France directement au CERT-FR, que le CERT-FR puisse traiter ça, mais surtout aussi que eux puissent être protégés, sinon pas envie, on va dire, de dire finalement en fait c'est vraiment moi Clément Domingo qui ai trouvé la faille, ou un peu monsieur ou madame X qui a trouvé, en tout cas passer par ces plateformes là qui elles vont après s'occuper de transférer au bon organe. C'est comme un signalement qui serait anonyme. Voilà, c'est ça. Et puis après exactement, du coup vraiment de la coordination, et puis après si ça se fait, peut-être que la personne pourra finalement dire que c'était moi, mais voilà. Alors, quand il y a eu cette affaire de fuite de données issues des laboratoires, vous les avez vus passer ces bouts de fichiers, parce qu'en plus, ça se passe beaucoup en Bretagne. Je sais que vous venez de Rennes aujourd'hui, merci beaucoup. Vous avez mené votre enquête. Comment est-ce que vous procédez pour rester dans les clous, justement, de la légalité ? Ça a été en fait une vraie question vraiment de travailler sur ça, parce que... plus je travaillais, plus j'ai pu aussi avoir certaines personnes qui étaient totalement spécialisées, soit en fait dans du droit typiquement un peu cyber, qui ont surtout su au bon moment parfois me mettre des stops et au contraire un peu me recadrer sur des choses que j'avais envie de faire. Une des premières choses d'ailleurs aujourd'hui qui est toujours assez compliquée, c'est de savoir typiquement si vous, des personnes de votre famille, dans votre entourage sont dans cette fuite de données. Il y a eu quelques initiatives, j'avais eu une de ces initiatives de monter un espèce un peu de site pour permettre aux personnes de voir typiquement si elles étaient un peu dans cette fuite de données ou pas. Mais assez rapidement, en faisant ça, en fait, en tout cas, je pense que je m'étais totalement hors la loi. Il y a eu d'autres initiatives et puis après, la CNIL est un peu venue rectifier le tir. Mais aujourd'hui, et d'ailleurs à date, il y a encore pas mal de personnes qui n'ont toujours pas été alertées par les labos. Donc c'est un vrai risque, et surtout si on sait tout ce qui peut...
Oui, là, il y a un problème de responsabilité, en fait. Qui fait quoi? On est dans un cas très intéressant avec cette fuite massive. Sans précédent. Sans précédent, exactement. En France, c'est l'application concrète du RGPD. Est-ce qu'on a déjà vu des amendes passer pour des entreprises qui ont laissé... Absolument. Une fuite de données pour une entreprise, c'est la double peine. Il y a le coût, le manque à gagner parce que le business est arrêté. Il y a le coût que représente le vol, la réparation, etc. Et puis, il y a la pénalité de la CNIL qui peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires, donc jusqu'à 20 millions d'euros. Donc oui, alors, pourquoi une pénalité? Je prends 2 secondes pour l'expliquer. En fait, la CNIL, le RGPD, ce qu'il fait, c'est qu'il protège les individus à travers leurs données à caractère personnel. Et une entreprise qui a laisser fuiter des données à caractère personnel est donc responsable vis-à-vis de ces individus et à ce titre peut payer une amende qui est considérable, effectivement. Guillaume Vassaux-Houlière, on voit comment Clément Sachs, je sais plus comment vous vous appelez aujourd'hui, mais bon... se retrouve dans une situation un peu complexe en fait au moment où il mène son enquête. Il se dit tiens, je vais créer un petit moteur de recherche qui va permettre aux gens de savoir s'ils font partie de cette fuite ou pas. Est-ce que c'est à lui de le faire ou est-ce que ce sont aux instances légales de le faire? Comment vous pouvez aider aujourd'hui cette communauté de hackers à travailler sereinement dans les bons cadres? Qui fait quoi? Alors aujourd'hui, c'est à nous, plateforme, c'est à nous, experts en cybersécurité, à essayer de transposer de façon opérationnelle sur le législatif et l'adapter un petit peu à ce monde d'aujourd'hui en protégeant un petit peu tout ce qu'on prône nous chez YesFlag depuis des années, c'est les valeurs des hackers et pouvoir s'aider sur cette communauté-là. Donc il y a encore un petit peu de travail au niveau législatif. Après, on peut pas tout faire, hein, comme le disait Clément. Je pense qu'on a la chance en France et en Europe d'avoir des institutions comme la CNIL qui peuvent coordonner des choses et c'est à nous de transposer un petit peu ce qu'on voit sur le terrain et d'anticiper ces problématiques du futur. Aujourd'hui, la vraie problématique, elle est que, par exemple, si on va prendre sur la santé, on a des hébergeurs qui sont certifiés de santé, on a des éditeurs qui ont des labels de e-santé, mais ils n'ont aucune contrainte de cybersécurité. Donc, du coup, partant de ce cas, c'est un petit peu comme vous achetez un système d'exploitation avec votre ordinateur, vous avez un maintien en conditions de sécurité tout le temps, toute la durée de vie de l'application, en fait. Et aujourd'hui, ils n'ont aucune contrainte et on sait qu'ils gèrent énormément de données. Je pense que c'est à tous les éditeurs aujourd'hui, déjà dans un premier temps, à prendre leurs responsabilités et garantir un maintien en conditions de sécurité, puisque aujourd'hui, chacun entre guillemets son métier. Je veux dire, quelqu'un qui a un laboratoire ou un hôpital, je pense que a déjà beaucoup à faire en ce moment avec la pandémie et que de repayer des lignes de facture ou de s'inquiéter entre guillemets si l'application est sécurisée ou non. Donc ça doit être une obligation déjà. Et du coup, c'est à nous de travailler sur ces dispositifs législatifs pour protéger justement cette communauté, la mieux la coordonner et justement remonter aux bonnes personnes ces informations-là en anticipant justement les futures menaces. Et c'est vraiment la sécurité collaborative, le bug bounty, la communauté à travers le monde. Aidons-les et ils vont nous aider, quoi. Oui, alors c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir un laboratoire qui a témoigné en plateau, qui était victime de cette... Je dis victime, il faut que je fasse attention aux mots que j'emploie, en tout cas qui a été touché par cette fuite de données et qui se retrouve justement dans cette position de responsable et aussi de victime. Et si j'ai bien compris, il va se retourner vers l'éditeur logiciel. C'est vrai que la sécurité logicielle aujourd'hui pose vraiment question. Moi, je m'interrogeais aussi sur... comment savoir si on tombe sur le bon hacker ou le mauvais pirate? Non, mais c'est vrai, je veux dire, typiquement, quand des personnes se sont adressées à vous pour savoir si elles faisaient partie des fichiers qu'on trouvait sur le dark web, comment pouvaient-elles s'assurer que vous n'alliez pas monnayer peut-être certaines informations? Comment on fait quand on arrive dans le dark web? C'est à ça que servent les plateformes, c'est justement à sélectionner et à faire en sorte que on ne mette à disposition de nos clients des institutions que des hackers qui répondent à un certain nombre de critères, alors des critères techniques, des critères d'excellence, des critères d'intégrité, d'éthique. On les sélectionne en amont pour en être sûr. Et puis, ils s'engagent aussi à travers la signature de documents contractuels. Il y a un cadre juridique aussi. Ils s'engagent sur des comportements, le fait de ne pas divulguer les données qu'ils pourraient rencontrer lors de leur chasse. C'est ça la solution, c'est de rentrer dans des cadres, des groupes?
Je pense déjà que la première chose qu'on commence un peu à dire qu'une personne, ou en tout cas qui va travailler dans la cybersécurité, hacker, chercheur, peu importe sa dénomination, Ouais. déjà juste le fait d'entrer dans cette démarche-là, on sait que la personne en tout cas sera a priori de bonne foi. Ouais. Et puis après, il y a aussi un autre critère peut-être qui peut faire office de gage, c'est que quand vous êtes un peu engagé pleinement aussi bien sur ces plateformes Yogosha, que ce soit aussi sur Yesua qui fait aussi beaucoup, et que vous avez en tout cas vraiment dans cet écosystème-là, vous êtes un tout petit peu connu des autres, donc on sait que vous n'allez pas en tout cas a priori dévier. Donc tout ça, je pense, aide aussi à renforcer cette image-là, et puis vraiment faire avancer, venir un peu déconstruire parfois à tort ces images un tout petit peu du coup du hacker, qui va être mauvais, qui va prendre les données, qui va les vendre, les monnayer comme vous disiez tout à l'heure, alors que c'est pas du tout le cas. Vous voyez les fuites de données, vous voyez aussi les conséquences concrètes de ces fuites de données. Ouais, et je pense qu'aujourd'hui, encore à l'heure actuelle, je pense qu'il y a des gens qui ne voient absolument pas vraiment toute la gravité, toute l'ampleur que peut en tout cas causer cette fuite de données d'un demi-million de patients français. En fait, les exemples, ils sont juste... on pourrait en fait les citer encore et encore. Allez-y, faites-nous peur un peu, qu'on fasse davantage attention. Peur, en fait, c'est... on va dire que c'est pas forcément le but, mais peut-être vraiment redoubler de vigilance et d'attention. Une des premières choses assez simples, dernièrement, en tout cas, on entend énormément parler de cette fameuse un peu notion de personnes vulnérables. Si on sait un tout petit peu manipuler ce fichier-là qui recense toutes ces personnes, on pourrait un peu venir cibler ces personnes dites vulnérables, leur passer un petit coup de téléphone, juste faire ce petit check rapidement. Monsieur X ou Madame Intel, je vous appelle, dont vous êtes bien domicilié à telle adresse. Votre médecin traitant, c'est bel et bien celui-là. Une fois que la personne est totalement en confiance, on peut vraiment éventuellement lui dire on vous a trouvé un créneau pour une injection dont vous allez vraiment passer en priorité, mais par contre ça va un peu nécessiter que vous nous envoyiez, parce que actuellement notre système est en rade, donc on lui envoie un lien pour faire ce qu'on appelle le fameux phishing ou du hameçonnage. Et encore plus loin, si on vraiment commence à extrapoler encore plus, une fois qu'on a d'ailleurs l'adresse de ces personnes-là, c'est aussi plus ou moins simple de venir un peu les cibler, envoyer soit des personnes qui fassent un tout petit peu du repérage, voir si elles sont seules ou pas, prendre un peu un habit soit d'un pompier, des forces de l'ordre ou que sais-je d'autre, en tout cas d'un personnel médical, en tout cas hospitalier, aller sonner chez cette personne-là, lui faire croire que on vient soit de la part de son médecin traitant, du labo, rentrer chez elle. En fait, il y a énormément de choses qu'on peut passer. Autre sujet aussi, tout aussi important. Oui, le dernier. Le dernier, c'est par rapport aux banques et aux assurances. Si vous avez un peu prévu de prendre un prêt, soit pour retaper votre maison en bord de mer, et que vous n'avez pas, par exemple, déclaré que vous étiez soit atteint d'un cancer ou d'une autre pathologie assez grave, je pense que votre crédit va totalement sauter, quoi. Bon, merci beaucoup Clément Domingo pour ces alertes cybersécurité. Vous êtes consultant indépendant, hacker éthique, on le précise. Merci aussi à Guillaume Vassoulière, cofondateur et PDG de YesWeHack, et à Fanny Forgeot, directrice générale de Yogosha, pour vos plateformes qui nous aident à progresser dans la cybersécurité. À suivre les conseils du coach startup. On n'est plus dans la cyber, là on est dans le business.